Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la psychologie humaine. Ouais, un gros morceau. C'est le cas de le dire. On va explorer l'idée vertigineuse qu'il est possible de littéralement recabler son propre cerveau. La mission de notre plongée d'aujourd'hui, c'est d'extraire les mécanismes fondamentaux du changement personnel et de la prise de décision. Tout à fait. C'est vraiment conçu comme c'est un manuel d'ingénierie pour l'esprit, un raccourci incroyable pour quiconque vous comprend ce qui se passe vraiment sous le capot de la psychologie humaine en se basant sur le livre L'éveil de votre puissance intérieure. Exactement. Et pour planter un peu le décor, il y a cette image frappante dans le livre, presque cinématographique, qui illustre parfaitement notre point de départ. Faut s'imaginer un homme aux commandes de son propre hélicoptère privé. Ah oui, cette scène est folle. Ouais, il survole la ville de Glendale, en Californie. La journée est magnifique. Et à un moment précis, il ralentit. Il fait du surplace, au-dessus d'un immense bâtiment commercial, et il regarde vers le bas. Et en fait, 12 ans plus tôt, cet homme travaillait dans ce même bâtiment. Mais pas du tout au même poste, genre. Ah non, pas du tout. Il y était concierge. À l'époque, il était terrifié par l'avenir, complètement fauché. Il se demandait chaque matin avec une angoisse terrible si sa vieille Volkswagen de 1960 allait seulement tenir le coup pour le trajet de 30 minutes jusqu'au boulot. C'est fou quand on y pense. Bah oui, et ce jour-là, dans son hélicoptère, il poursuit sa route et atterrit près d'un auditorium. Là, t'as 7000 personnes qui ont créé un embouteillage monstre de plus d'1 kilomètre. Et tout ça juste pour venir l'écouter parler. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on passe d'un concierge effrayé par le lendemain à une figure capable de mobiliser une foule pareille. C'est toute la magie de cette transformation, en fait. Et ce qui est crucial de comprendre d'emblée pour ceux qui s'intéressent à cette analyse, c'est que ce parcours n'a absolument rien à voir avec la chance, un héritage ou je ne sais quel hasard cosmique. C'est pas un coup de loto, quoi. Non, pas du tout. C'est le résultat d'une maîtrise absolue d'une architecture interne, une mécanique de l'esprit que n'importe qui possède. Et le fondement même de cette architecture, le tout premier domino de tout changement radical, c'est la compréhension du pouvoir de la décision. Mais attends, des décisions, on en prend tous les jours. Qu'est-ce qui rend certaines décisions capables de transformer une vie entière? L'idée centrale ici, c'est que la décision est littéralement le père de toute action. Il ne s'agit pas juste de prendre une grande résolution le soir du Nouvel An, tu vois. C'est de réaliser qu'il y a 3 décisions constantes qui tournent souvent en arrière-plan que l'esprit humain prend à chaque milliseconde. D'accord, donc c'est continu. C'est quoi ces 3 décisions? Premièrement, sur quoi se concentrer. Deuxièmement, quelle signification donner aux choses. Et troisièmement, que faire maintenant. Et c'est là que le piège se referme pour beaucoup de monde, j'imagine. Exactement. Parce que la grande majorité des êtres humains ne prennent pas ces 3 décisions de manière consciente. C'est ce que l'auteur appelle le fameux syndrome du Niagara. Ah oui, l'analogie du fleuve. Elle est brillante pour comprendre notre comportement collectif. Vas-y, raconte-la, elle est super visuelle. Faut imaginer le fleuve de la vie. La plupart des individus y sautent allègrement sans jamais avoir pris la peine de définir une destination précise. Ils se laissent simplement porter par le courant des événements actuels, des peurs de la société, des défis quotidiens. Ils dérivent totalement. C'est ça. Ils évitent un rocher par-ci, une branche par-là, et ils restent dans cet état de somnambulisme jusqu'à ce qu'ils entendent un fracas assourdissant. Ils se réveillent d'un coup, regardent autour d'eux et réalisent avec horreur qu'ils sont à 1 mètre à peine des chutes du Niagara dans une petite barque sans rame. Et là, la chute est inévitable. Ouais. Que cette chute prenne la forme d'une crise financière, d'une rupture très douloureuse ou même d'un problème de santé lié au stress. Absolument. Mais la chute n'est que la conséquence inévitable d'une longue série de non-décisions en amont. Si la personne avait décidé consciemment sur quoi se concentrer et où diriger sa barque des kilomètres plus haut, tout ce désastre aurait été évité. C'est hyper logique sur le papier, mais la vie est remplie d'imprévus monumentaux. On ne peut pas tout contrôler. Comment on fait quand le fleuve devient un torrent complètement incontrôlable? C'est là qu'il faut parler de la formule ultime du succès. Et il n'y a rien de mieux pour l'illustrer que cette histoire historique absolument fascinante sur Soichiro Honda, abordée dans le livre. Ah, l'épopée de Honda, c'est un truc de fou. Ça commence en 1938. Honda est encore à l'école. Il met tout ce qu'il possède, chaque centime, dans un minuscule atelier pour développer un concept de segment de piston. Il y croit dur comme fer. Exactement. Il travaille jour et nuit, il dort même sur place. Il finit par présenter son prototype à l'immense entreprise Toyota. Et là, c'est la douche froide. Toyota rejette le produit net en affirmant que ça répond pas du tout à leurs standards de qualité. Et c'est le moment précis où 99% des gens abandonnent.
La douleur du rejet est trop forte, la signification qu'il donne à cet échec, c'est genre « je suis pas assez bon ». Mais pas lui. Non, observons sa maîtrise des 3 décisions. Sa concentration reste fixée sur son objectif. Il retourne à l'école pour 2 années supplémentaires, subissant les moqueries constantes de ses profs et de ses camarades qui le traitent de rêveur. Il ajuste son produit inlassablement jusqu'à enfin obtenir ce fameux contrat avec Toyota. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Le contrat est signé, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Le gouvernement japonais se prépare au conflit et refuse catégoriquement de lui fournir le béton nécessaire pour construire son usine. Fin de l'histoire, non? Pour n'importe qui d'autre, oui. Mais face à ce refus massif, la réaction de Honda n'est pas de se concentrer sur l'injustice du gouvernement ou de s'apitoyer sur son sort. Il réunit son équipe et ensemble, ils inventent purement et simplement leur propre procédé de fabrication de béton. Et il construit son usine. Contre vents et marées. Sauf que la fatalité s'acharne. Pendant la guerre, son usine est bombardée. Pas une, mais 2 fois. Une grande partie des installations est réduite en cendres. N'importe qui jetterait l'éponge à ce stade. C'est clair. Mais sa réaction défie l'entendement. Il rassemble ses employés, les fait sortir dans les décombres et leur ordonne de regarder le ciel. Il leur demande de courir ramasser les bidons d'essence vides que les avions de chasse américains jettent après s'être ravitaillés en vol. Il les appelait les cadeaux du président Truman, c'est ça, hein? C'est ça. Pourquoi ? Parce que ces bidons lui fournissent une matière première de haute qualité, indispensable à sa production, une matière qui était totalement introuvable au Japon à cette époque. C'est le sommet absolu de la redéfinition de la signification. Des bombes qui détruisent le travail de toute une vie deviennent soudainement une source d'approvisionnement inespérée. C'est une flexibilité cognitive extraordinaire. Honda n'a jamais changé sa décision finale. Son objectif est resté intact. Voilà. En revanche, il a fait preuve d'une flexibilité absolue dans son approche face aux conditions extérieures. C'est l'essence même de cette formule ultime du succès, savoir, avec une clarté laser, ce que l'on veut, passer massivement à l'action, observer ce qui fonctionne ou pas, et changer continuellement d'approche jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais le niveau de persévérance est hallucinant, car après la guerre, un tremblement de terre détruit ce qui reste de son usine. Il doit vendre son opération à Toyota. Ensuite, une pénurie nationale d'essence frappe le pays. Honda peut même plus utiliser sa propre voiture pour aller chercher à manger pour sa famille. L'ironie du sort. Totalement. En désespoir de cause, il prend un petit moteur qu'il avait gardé et l'attache à son vélo. Ses voisins trouvent ça génial et en veulent un aussi. Très vite, il n'a plus de moteur et aucun capital pour en fabriquer de nouveau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision stupéfiante d'écrire 18 000 lettres personnelles à tous les propriétaires de magasins de vélos à travers le Japon. 18 000 lettres? À la main, j'imagine? Oui, il leur explique que son invention peut revitaliser le pays. 5 000 d'entre eux acceptent de lui avancer l'argent. Après quelques ajustements pour alléger l'engin, ça donne naissance au célébrissime Super Cub, un succès mondial fulgurant. Une véritable leçon de vie. Mais cette épopée soulève une question fondamentale, presque biologique en fait. Qu'est-ce qui pousse un individu à maintenir un tel niveau d'action? Qu'est-ce qui déclenche cette obstination face à une telle montagne d'adversité? Exactement. Qu'est-ce qui pousse vraiment l'être humain à agir en général? C'est là qu'entre en jeu le principe du plaisir et de la douleur. Le cœur nucléaire du comportement humain. C'est ça, absolument. Toute action est motivée soit par le besoin viscéral d'éviter la douleur, soit par le désir ardent de gagner du plaisir. Décortiquons ça avec un exemple universel, un truc que tout le monde connaît bien, la procrastination face à la déclaration d'impôt. Ah, le grand classique. Pourquoi on repousse sans cesse cette tâche alors qu'on sait qu'elle est obligatoire? Tout simplement parce que l'on associe beaucoup plus de douleur immédiate à l'idée de s'asseoir, de trier des papiers ennuyeux et de faire des calculs, qu'à l'idée de la remettre à plus tard. L'inaction est plus plaisante sur le moment. Jusqu'à ce que ça bascule. Voilà. Que se passe-t-il la veille de la date limite, le 14 avril au soir? Soudainement, l'équation s'inverse violemment. Ne pas faire la déclaration devient subitement beaucoup plus douloureux à cause de la menace d'amende, des pénalités, du stress légal, que de s'y mettre. L'action se déclenche instantanément. La tâche n'a pas changé, c'est l'association de la douleur qui a basculé. C'est ce que la neurologie appelle les neuroassociations. Notre système nerveux relie constamment des expériences à de la douleur ou à du plaisir pour garantir notre survie. C'est vraiment un mécanisme primitif conçu à la base pour nous éloigner du feu et nous rapprocher de la nourriture. Il y a d'ailleurs cette anecdote très personnelle de l'auteur sur la façon dont certaines envies impulsives peuvent être combattues.
Pour lutter contre sa tendance à trop manger, il avait cette association neurologique inconsciente qui le poussait à finir systématiquement tout ce qui se trouvait dans l'assiette, comme un pilote automatique. Le fameux « il faut finir son assiette ». C'est ça. Et pour briser cette chaîne, il a fallu créer une nouvelle neuroassociation très forte. Sa méthode, s'entraîner physiquement à repousser une assiette encore pleine, tout en mettant une musique extrêmement motivante à fond pour se plonger dans un état émotionnel d'euphorie. Créer un ancrage positif, en somme. Tout à fait. En répétant ce geste de rejet de la nourriture dans un état de joie intense, le cerveau a fini par associer un immense plaisir à cet acte de contrôle, le rendant bien supérieur au plaisir éphémère de manger. C'est de l'ingénierie neurologique à l'état pur. Mais attention, il y a un danger majeur, un véritable angle mort avec ces connexions. Ce sont les fausses neuroassociations. Ah oui, quand le cerveau se trompe. Voilà. Notre cerveau cherche perpétuellement la cause d'une douleur pour nous protéger d'une souffrance future. Le problème, c'est qu'il se trompe très souvent de cible, car il privilégie la rapidité à la logique. Prenons ce cas d'étude très instructif d'une artiste incroyablement talentueuse. Après l'échec très douloureux d'une relation amoureuse de 12 ans, elle a complètement cessé de peindre. Plus un seul coup de pinceau. Mais attends, elle a arrêté sa passion artistique, son talent, à cause d'une rupture sentimentale, c'est quoi le rapport ? C'est là tout le piège. Dans cette relation, elle avait été extrêmement passionnée et engagée, tout comme elle l'était devant une toile. Quand la rupture est survenue, la douleur a été dévastatrice. Son cerveau, cherchant à la protéger, a fait un raccourci erroné et tragique. Il a lié la douleur insupportable de la rupture, non pas au problème de couple, mais à sa propre capacité à ressentir de la passion intense. Waouh. Le cerveau s'est dit, la passion mène à la souffrance, coupons la passion. Elle a donc éteint sa passion artistique, son oxygène, pour se protéger de l'amour. Or, la véritable cause de l'échec de cette relation était simplement une divergence fondamentale de valeurs avec son partenaire. Cette fausse association l'a privée de son don pendant des années. C'est effrayant de réaliser à quel point notre cerveau peut nous jouer des tours et saboter nos vies avec de fausses connexions. Et ça nous mène directement à l'anatomie de nos croyances, qui sont finalement construites sur ces mêmes associations. Et là, on touche probablement la révélation la plus stupéfiante de toute cette analyse. On flirte presque avec le surnaturel avec les recherches du Dr Bernie Siegel sur les patients atteints de troubles de la personnalité multiple. Oh oui, ça c'est un domaine de la psychoneuroimmunologie qui repousse les limites de tout ce qu'on croyait savoir sur le corps et l'esprit. Ces études démontrent que la puissance d'une croyance n'est pas seulement un état d'esprit psychologique, elle est littéralement physique. Chez ces patients, le simple fait d'adopter une nouvelle identité, d'avoir la croyance absolue d'être une autre personne, modifiait leur biochimie de façon mesurable. Mais jusqu'à quel point? On parle de quoi? D'une petite baisse de tension artérielle? Bien au-delà, les chercheurs ont observé des changements de la couleur des yeux, passant du marron au bleu, sous le regard médusé des médecins, simplement parce que la nouvelle personnalité croyait avoir les yeux bleus. Attends, la couleur des yeux qui change. C'est complètement dingue. C'est fou, hein? Des marques physiques et comme des cicatrices ou des brûlures disparaissaient et réapparaissaient selon la personnalité dominante. Et plus incroyable encore, des maladies graves comme le diabète disparaissaient complètement lorsque la personnalité changeait. Le taux de sucre dans le sang redevenait parfaitement normal. Puis, lorsque la personnalité initiale reprenait le contrôle, le diabète revenait immédiatement. Faire disparaître le diabète sur commande, juste par la force d'une croyance, ça ressemble véritablement à de la science-fiction. Et pourtant, c'est cliniquement documenté. Cela prouve de manière irréfutable qu'une croyance absolue n'est pas qu'une pensée vaporeuse, c'est un ordre biochimique indiscutable envoyé au système nerveux qui s'exécute sans poser la moindre question. Alors comment diable se forme une chose aussi puissante en nous? J'aime beaucoup la métaphore utilisée dans le livre pour l'expliquer, la métaphore de la table. Très parlante, oui. Imaginez une idée simple comme le plateau d'une table, posée à plat sur le sol. Elle n'a aucune solidité, on ne peut pas s'appuyer dessus. Par exemple, l'idée « je suis peut-être intelligent ». Sans preuve, ça tient pas. Mais dès que l'on commence à vivre des expériences, à réussir un examen complexe, à recevoir des éloges d'un mentor, on ajoute des pieds à ce plateau. Ces pieds sont nos références vécues. Exactement. Plus on accumule d'expériences confirmant cette idée, plus on ajoute de pieds. La table s'élève, devient solide, pour se transformer en une croyance indéboulonnable et finalement en une conviction totale.
Et malheureusement, le mécanisme est strictement identique pour les croyances limitantes. Si quelqu'un a la conviction profonde d'être incapable de réussir quoi que ce soit, c'est simplement parce que cette personne a consciencieusement accumulé des pieds sombres pour soutenir cette table. Un échec cuisant dans le passé, une remarque désobligeante d'un parent répétée en boucle, une comparaison avec un collègue. Toute la stratégie pour s'en libérer repose sur cette image physique. Si l'on veut démolir cette table limitante, on ne s'attaque pas au plateau. Il faut attaquer les pieds. Avec la scie du doute. C'est ça. On se pose des questions déstabilisantes pour fragiliser les références. Cette croyance est-elle vraiment basée sur des faits objectifs ou sur une émotion exagérée du passé? La personne qui m'a dit que j'étais nul était-elle vraiment un modèle de réussite? Et ensuite, il y a l'étape fatidique, en lien direct avec notre principe de douleur et de plaisir. Il faut associer une douleur émotionnelle massive, insupportable, aux conséquences de cette croyance. Si l'on ressent viscéralement ce que cette limitation nous coûte au quotidien, en termes de relations détruites, de finances gâchées, le cerveau prendra peur et abandonnera la croyance instantanément pour fuir cette souffrance. La table s'effondre. C'est très logique en théorie, mais soyons honnêtes 2 secondes, si l'on veut changer une habitude tenace, une addiction, une croyance qui possède des dizaines de pieds solides depuis l'enfance, on a l'impression que ça va nécessiter des années d'efforts et de thérapie. Ça, c'est l'un des mythes culturels les plus tenaces de notre société. On a sacralisé la difficulté du changement. Le changement en lui-même ne prend jamais de temps. Il se produit en une fraction de seconde, au moment précis où le système nerveux décide que la situation est intolérable. Ce qui prend des années, c'est la préparation au changement. Ah, la nuance est de taille. Pour court-circuiter cette longue attente, le livre présente une méthode modélisée très précise appelée le conditionnement neuroassociatif, ou NAC. C'est un processus en 6 étapes pour recabler le cerveau à la demande. 6 étapes pour pirater sa propre psychologie? Ça marche comment? La première étape est de définir exactement ce que l'on veut et non ce que l'on veut éviter, car l'attention dirige l'énergie. La deuxième étape est fascinante, c'est trouver le levier. C'est ce qu'on appelle l'analogie de l'arme braquée sur la tempe. Oui, l'idée brutale mais tellement révélatrice. Si la survie en dépendait immédiatement, n'importe qui pourrait changer son état émotionnel le plus dépressif ou arrêter une mauvaise habitude à la seconde même. Ce n'est donc jamais un problème de capacité neurologique, Jamais? c'est uniquement un problème de motivation et d'urgence. Le changement doit passer du statut de « il faudrait vraiment que je le fasse un jour » à « il faut absolument que je le fasse maintenant, sinon c'est la mort émotionnelle ». Et une fois ce levier colossal mis en place, l'étape 3 entre en jeu, interrompre l'ancien schéma. C'est fondamental. Le cerveau est comme un disque vinyle. Si l'ancien comportement tourne en boucle dans le même sillon émotionnel, on ne peut rien faire. Il faut rayer le disque. Et c'est là que l'humour et l'absurde interviennent de manière géniale. Il y a cet exemple hilarant de thérapie peu conventionnelle dans le texte. Imaginez un patient qui commence à raconter ses problèmes, enclenchant son vieux schéma habituel de dépression. Sa respiration baisse, ses épaules s'affaissent, il commence à pleurer. Le schéma classique, quoi. Voilà. Et soudain, le thérapeute se lève d'un bond, tape dans ses mains et hurle « Excusez-moi » à plein poumon en plein milieu de la phrase. L'effet de surprise total. C'est ça, il est vent. L'effet immédiat, un choc, une incrédulité totale chez le patient qui arrête instantanément de pleurer, les yeux écarquillés, pour demander ce qui se passe. Le schéma neurologique est littéralement brisé net. C'est une interruption de pattern parfaite. L'état émotionnel est désamorcé. Et il y a aussi cette technique mentale complètement folle pour neutraliser un souvenir douloureux. Prenons le souvenir angoissant d'un ancien patron colérique qui hurle. La technique consiste à s'asseoir, à imaginer la scène comme un dessin animé, mais à la passer à l'envers très rapidement. Ok. On change les couleurs pour qu'elles soient fluo, on accélère les voix, et surtout, clou du spectacle, on ajoute au patron d'immenses oreilles de Mickey Mouse et un nez de Pinocchio à rallonge. On se repasse ce petit film absurde mentalement une douzaine de fois, avec une petite musique de cirque en fond sonore. Ça a l'air complètement ridicule dit comme ça. Ah, totalement ridicule. Mais l'impact neurologique de brouiller ainsi les signaux d'un souvenir est immense. Nos émotions sont solidement attachées aux images et aux sons spécifiques de nos souvenirs dans notre cortex visuel. En modifiant délibérément la vitesse, les couleurs et le sérieux de l'image de manière répétée et frénétique, on raille le sillon. Le cerveau est perdu. Exactement. Il ne peut tout simplement plus retrouver le chemin chimique de la douleur autrefois associée à cette image.
Une fois le schéma brisé, l'étape 4 exige de créer une nouvelle alternative responsabilisante, car la nature a horreur du vide. On ne peut pas juste arrêter de fumer sans donner au système nerveux un nouveau moyen de gérer le stress. Et c'est là qu'arrive l'étape 5, le conditionnement de cette nouvelle alternative pour la rendre permanente. Il faut répéter la nouvelle association jusqu'à créer une véritable autoroute neuronale. L'anecdote sur Larry Bird, la légende du basket, est incroyable à ce sujet. Ah oui, lors du tournage d'une pub. C'est ça. Le scénario exigeait qu'il rate un tir face à la caméra pour les besoins d'un gag. Le réalisateur lui demande donc de tirer à côté. Le problème, le réseau neuronal de Larry Bird était si profondément, si intensément conditionné pour que le ballon entre dans le panier, qu'il a inscrit 9 paniers d'affilée avant de réussir enfin à contrecarrer ses propres muscles pour en rater un. C'est la force écrasante d'un conditionnement constant et répété. Son corps refusait littéralement l'échec. Et enfin, l'étape 6 est le test. On s'assure que l'ancien déclencheur provoque désormais la nouvelle réaction de manière saine, sans créer d'autres problèmes. Mais une fois que l'on possède ce super pouvoir, cet outillage pour diriger son système nerveux, une grande question se pose. Vers quoi diable doit-on le diriger ? Et c'est là que le concept d'obsession magnifique entre en scène. L'esprit humain a un besoin vital d'une cible monumentale pour se dépasser. Sans une vision immense et stimulante pour captiver l'attention, le cerveau retourne inévitablement vers de simples objectifs de survie rudimentaires, comme payer les factures à la fin du mois ou arriver au vendredi sans craquer. C'est de la neurologie pure. Si l'objectif quotidien est simplement de payer le loyer, le cerveau n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Il se met en mode économie d'énergie. En revanche, si la vision est grandiose, le système nerveux tout entier passe en mode d'hypervigilance créative. On explore généralement 4 catégories d'objectifs pour créer cette obsession: le développement personnel, la carrière, l'aventure ludique et enfin la contribution au monde. Ce qui est génial, c'est qu'il ne faut s'imposer aucune limite de réalisme lors de cet exercice. C'est le moment de rêver grand. Pour l'aventure, pourquoi pas viser l'achat d'un château médiéval, la création d'un immense zoo privé ou même défier Michael Jordan en 1 contre 1. Pour la contribution, ça pourrait être le défi d'inventer une voiture qui roule grâce aux ordures ménagères. L'idée, c'est de susciter une inspiration émotionnelle hors du commun qui va réveiller le géant endormi dans le système nerveux. On s'inquiétera du comment plus tard. La preuve par l'exemple vient couronner toute cette théorie. À une époque très sombre, vivant dans un minuscule appartement miteux de moins de 40 mètres carrés, l'auteur a mis en place un conditionnement émotionnel intense. Son image mentale était précise, possédait un château majestueux de près de 1000 mètres carrés, avec un immense bureau circulaire boisé dominant l'océan. La joie d'être dans ce lieu était ressentie physiquement chaque jour. Comme si c'était déjà réel. C'était une véritable obsession magnifique. Et seulement 1 an et demi plus tard, et non pas des décennies, cette vision s'est concrétisée dans le monde physique. L'achat du fameux château de Delmar, un lieu réel qui correspondait au millimètre près à cette vision mentale, jusqu'à l'architecture circulaire du bureau face à la mer. C'est une démonstration éclatante de ce qui se passe quand le cerveau sait exactement ce qu'il cherche et que les neuroassociations sont alignées. Alors, si on prend un peu de recul, que doit-on retenir de cette immense architecture de l'esprit ? En synthèse, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple compilation d'anecdotes motivantes. C'est un véritable manuel d'ingénierie du système nerveux humain. La leçon majeure, c'est que l'on ne subit pas son destin. La biologie n'est pas une fatalité absolue. En reprenant le contrôle conscient de nos 3 décisions fondamentales à chaque instant, en choisissant le sens que l'on attribue aux échecs et en maîtrisant nos associations à la douleur ou au plaisir, il devient véritablement possible de sculpter son propre parcours de vie. Et la pertinence de ces principes est absolument universelle. Quiconque écoute cette analyse possède déjà toute cette machinerie sophistiquée d'association et de décision à l'intérieur de sa propre boîte crânienne. Pour beaucoup, ça fonctionne sur pilote automatique. L'enjeu central, le grand réveil, c'est de réaliser qu'il est possible, à la seconde même, de s'asseoir dans le siège du conducteur et de reprendre le volant. Cela soulève d'ailleurs une question finale, vraiment vertigineuse, qui découle de toute cette exploration. Si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, si chacune de nos peurs les plus tenaces, de nos passions et de nos habitudes n'est finalement qu'une simple connexion neurologique malléable, dans quelle mesure ce que nous appelons fièrement notre personnalité est-il vraiment figé, jurons ?
C'est une excellente question. Si nous possédons véritablement l'outillage pour recabler méthodiquement toutes ces associations en utilisant les leviers de la douleur et du plaisir, qui pourrions-nous choisir de devenir consciemment demain matin au réveil? Une réflexion fascinante pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration détaillée des profondeurs de l'esprit. À la prochaine.